Ma sœur souriait au tribunal, voyant la libération conditionnelle de son petit ami financé par ma terre. Elle croyait sa fausse signature parfaite. J'ai calmement présenté au juge l'acte original, tamponné. Le marteau est tombé. Elle est devenue livide quand le juge a annoncé. L'email automatisé est arrivé dans ma boîte de réception cryptée à 20h14 précise un jeudi. La ligne d'objet était simple, générée par un serveur municipal, mais les implications du texte étaient graves. Il s'agissait d'une notification du système d'alerte automatisé de fraude de titre du greffier du comté, un service de surveillance numérique gratuit que j'avais activé 5 ans auparavant. L'alerte indiquait qu'une nouvelle hypothèque venait d'être déposée électroniquement contre la parcelle 409B. La parcelle 409B n'était pas une résidence. C'était 12 acres de terrain non aménagés, zonés commercialement, situés à moins d'1 mile de la nouvelle extension de l'autoroute. Je l'avais acheté comptant il y a 7 ans lors d'une vente aux enchères municipales. Elle ne comportait aucune charge, aucune hypothèque et un titre propre et sans tache. Sa valeur marchande actuelle estimée était légèrement supérieure à 1,2 million de dollars. C'était l'actif pivot de mon portefeuille d'investissement, qui restait tranquille et prenait de la valeur à mesure que la ville s'étendait vers lui. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas immédiatement attrapé mon téléphone pour appeler mon avocat. La panique est une réponse émotionnelle incontrôlée qui obscurcit le jugement. Et dans les cas de vulnérabilité d'actifs, la clarté est le seul outil qui compte. J'ai posé ma tasse de café sur l'îlot de la cuisine, ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté directement au portail public sécurisé du greffier du comté. J'ai payé les 20 $ de frais de récupération numérique accélérés et j'ai téléchargé le document PDF nouvellement enregistré. Le fichier faisait 22 pages. Il s'agissait d'un acte de fiducie pour garantir une libération sous caution, un instrument juridique spécifique utilisé pour mettre un bien immobilier en garantie afin de garantir la comparution d'un accusé au tribunal. J'ai fait défiler jusqu'aux informations de l'accusé. Le nom imprimé en encre noire était Jackson Miller. Les charges énumérées étaient 3 chefs d'accusation de fraude électronique commerciale et un chef de réception de biens volés. Le juge siégeant avait fixé sa caution à 250 000 $. Dans notre juridiction, l'utilisation de biens immobiliers pour une caution immobilière exige que l'actif ait une équité sans charge égale à exactement le double du montant de la caution. Jackson avait besoin d'un demi-million de dollars d'équité claire. La parcelle 409B couvrait cette exigence avec plus de 700 000 $ de surplus. J'ai fait défiler jusqu'aux informations sur le garant, la personne qui mettait légalement en gage le terrain. Le nom sur la ligne était Chloé Vance, ma sœur cadette. Sous son nom imprimé se trouvait une signature. Elle était censée être la mienne, lui accordant une pleine procuration pour grever la propriété. J'ai zoomé sur l'encre numérique. C'était un travail de traçage remarquablement propre, probablement copié d'une ancienne déclaration de revenus ou d'un document de famille partagé qu'elle avait photographié. À côté de la signature falsifiée se trouvait un sceau de notaire numérique authentifiant le document sous peine de parjure. Les mécanismes de sa trahison se sont enclenchés avec une logique froide et indéniable. Chloé sortait avec Jackson depuis 8 mois. C'était un escroc chronique qui finançait son style de vie par le biais de sociétés écrans et de factures frauduleuses. Chloé était son complice chronique, trouvant constamment des excuses à son comportement, aveuglé par un besoin désespéré de validation. Lorsque Jackson a finalement été inculpé et arrêté, Chloé n'avait pas l'argent liquide nécessaire pour engager un cautionneur qui aurait exigé des frais non remboursables de 25 000 $. Au lieu de cela, elle a décidé d'utiliser ma stabilité financière pour subventionner sa responsabilité pénale. Elle a supposé que le bureau du greffier du comté, submergé par des milliers de dépôts quotidiens, ne vérifierait pas minutieusement un sceau de notaire numérique sur une soumission électronique. Elle a supposé qu'elle pourrait mettre en gage mon terrain discrètement, que Jackson serait libéré, qu'il se présenterait à son procès et que l'hypothèque serait finalement dissoute sans que je ne sache jamais qu'elle avait été placée. Elle a traité mon actif commercial principal comme une carte de crédit temporaire. Une personne plus faible aurait immédiatement composé le numéro de Chloé, criant et exigeant des explications.
Une personne plus faible se serait rendue à son appartement pour la confronter, lui donnant l'occasion de pleurer, de manipuler la situation ou de tenter précipitamment de retirer le dépôt avant que les conséquences juridiques ne se solidifient. Je ne l'ai pas appelé. J'ai fermé le PDF et je me suis déconnecté du portail municipal. Si je confrontais Chloé maintenant, le problème resterait un différend familial privé. Elle pourrait prétendre qu'elle était confuse par les documents ou que les associés de Jackson l'avaient forcée à la falsification. Elle échapperait au plein poids du système judiciaire. Mais pour finaliser une caution immobilière de cette ampleur, les documents devaient être présentés formellement, examinés et approuvés par un juge siégeant en audience publique. J'ai vérifié le rôle pénal du comté. L'audience de révision de la caution de Jackson Miller était prévue pour demain matin à 10 h dans la salle d'audience 3B. C'était le moment exact où le piège se refermerait. Présenter un document falsifié à un juge fédéral ou d'État pour garantir la libération d'un délinquant inculpé fait passer le crime d'un simple vol d'identité à un parjure, une fraude contre le tribunal et une tentative de faire obstruction à l'administration de la justice. Je n'allais pas l'empêcher d'essayer. J'allais la laisser porter le document falsifié jusqu'au banc du juge. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 6 h. Je me suis habillé d'un costume anthracite sur mesure, une tenue sélectionnée spécifiquement pour transmettre une autorité professionnelle complète dans un environnement judiciaire. Je me suis rendu à ma succursale bancaire principale juste au moment où les portes s'ouvraient à 8 h. J'ai contourné les guichetiers et j'ai demandé un accès immédiat au coffre-fort sécurisé. Le directeur de la succursale m'a escorté jusqu'au sous-sol où j'ai utilisé ma clé et mon scan biométrique pour récupérer mon coffret de dépôt. À l'intérieur de la boîte en acier se trouvait une pochette ignifuge contenant les documents fondamentaux de ma succession. J'ai ignoré les chartes d'entreprise et les réserves de trésorerie d'urgence. J'ai attrapé une enveloppe épaisse en papier manille. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait l'acte de transfert physique original pour la parcelle 409B. Ce n'était pas une impression numérique. C'était le document maître. Il était imprimé sur du papier de sécurité filigrané de qualité d'archivage. Au bas de la dernière page, chevauchant ma signature authentique à l'encre bleue, se trouvait le sceau en creux tactile en relief du bureau du greffier du comté, physiquement gaufré dans les fibres du papier le jour de l'achat comptant il y a 7 ans. C'était un artefact physique indéniable et infalsifiable, prouvant une propriété complète et sans charge. J'ai placé l'acte original dans mon porte-document en cuir. J'ai verrouillé le coffret de dépôt, je l'ai remis dans le coffre-fort et je suis sorti de la banque. L'air matinal était vif et clair alors que je me dirigeais vers le palais de justice du comté. Chloé pensait avoir orchestré un crime parfait et sans victime. Elle pensait être sur le point de s'asseoir dans la galerie et de regarder son petit ami sortir de détention, financé par mon travail acharné. Elle n'avait aucune idée que le propriétaire de la garantie marchait actuellement à travers les détecteurs de sécurité du palais de justice, tenant la preuve physique nécessaire pour démanteler complètement sa vie. J'ai vérifié ma montre. Il était 9 h 45. J'ai marché vers les lourdes portes en chêne de la salle d'audience 3B, prêt à laisser la machinerie juridique traiter sa trahison. Les lourdes portes en chêne de la salle d'audience 3B se sont ouvertes silencieusement sur leur charnière en laiton huilé. L'intérieur était un espace caverneux de lambris en bois foncé, de moquettes usées et du bourdonnement faible et persistant du système CVC central. C'était un environnement conçu pour dépouiller l'ego individuel et imposer la hiérarchie rigide du processus judiciaire. J'ai marché dans l'allée centrale, mon porte-document en cuir solidement sous mon bras droit, et j'ai pris place dans le 3e rang de la galerie publique. Je ne me suis pas assis directement derrière la table de la défense. J'ai choisi un point de vue près de l'allée, offrant une ligne de vue dégagée sur le banc, le poste du huissier et l'accusation. À 9 h 55, la porte latérale près des cellules de détention s'est ouverte. 2 adjoints du shérif du comté ont escorté Jackson Miller dans la salle d'audience. Il portait une combinaison orange du département de la correction, ses poignets sécurisés par des menottes en acier standard attachées à une ceinture ventrale, son arrogance habituelle, l'attitude qu'il utilisait pour charmer les investisseurs et manipuler des femmes comme ma sœur.
était visiblement diminué par la réalité stérile du système pénal. Il a été dirigé vers le siège à côté d'un défenseur public à l'air fatigué qui révisait rapidement une mince pile de dossiers juridiques. 2 minutes plus tard, Chloé est entrée par les portes principales de la galerie. Elle portait un blazer beige ajusté et un pantalon foncé, une tenue clairement sélectionnée pour projeter une aura de stabilité de classe moyenne supérieure responsable. Elle marchait avec une légèreté notable dans ses pas, une confiance fabriquée née de l'illusion qu'elle avait réussi à déjouer le système. Elle a pris place au premier rang directement derrière Jackson. Alors qu'il tournait la tête pour la regarder, elle lui a adressé un sourire chaleureux et rassurant et un signe de tête subtil. Elle était entièrement convaincue que son dépôt électronique frauduleux de la veille avait contourné tout examen municipal. Elle se croyait la sauveuse du matin. Elle n'a pas balayé la salle. Elle n'a pas regardé par-dessus son épaule. Son attention était entièrement fixée sur l'homme qu'elle tentait de sauver. Elle est restée totalement inconsciente du fait que le propriétaire légal des 12 acres qu'elle venait de mettre en gage était assis à moins de 20 pieds de là. À 10 heures précises, la porte derrière le banc en bois surélevé s'est ouverte. Tous se lèvent, a ordonné le huissier, sa voix résonnant clairement contre les murs. Le juge Harrison a pris place. C'était un magistrat vétéran réputé pour sa tolérance zéro concernant les anomalies procédurales et les retards d'agenda. Il a ajusté ses lunettes de lecture, a ouvert le grand registre sur son bureau et a immédiatement commencé à appeler le rôle du matin. Dossier numéro CR 23-884. Le juge Harrison a lu dans le microphone, son ton entièrement transactionnel. État de New York contre Jackson Miller. Les charges comprennent 3 chefs de fraude électronique commerciale et un chef de réception de biens volés. Le tribunal avait précédemment fixé la caution à $250 000. Avocat, je vois qu'une motion de caution immobilière a été déposée électroniquement tard hier soir. Déclarez vos apparitions. Le défenseur public s'est levé, ajustant sa cravate. Mark Jenkins pour l'accusé. Votre honneur, nous présentons formellement un acte de fiducie pour garantir la caution en utilisant une parcelle commerciale située dans les limites du comté comme garantie. Et l'accusation ? A demandé Harrison, regardant l'assistant du procureur de district par-dessus ses lunettes. Sarah Collins pour l'État, votre honneur, a répondu l'ADA en se levant. Nous avons examiné le dépôt électronique. La base de données de l'évaluateur fiscal du comté confirme que la parcelle 409B a une valeur marchande estimée à 1,2 million de dollars. Une recherche de titres effectuée ce matin indique 0 hypothèque ou charge en souffrance. Le seuil d'équité est atteint. À condition que le garant soit présent dans la salle d'audience pour vérifier la promesse sous serment, l'État n'a aucune objection formelle à la caution. Chloé a bougé sur son siège, ses épaules s'affaissant dans une claire démonstration de soulagement. Elle avait franchi le premier obstacle. L'accusation avait accepté les documents numériques. Le piège qu'elle s'était construit était maintenant entièrement armé et attendait le déclencheur final. Très bien, a déclaré le juge Harrison, tournant son attention vers la galerie. Le garant est-il présent ? L'individu qui engage la propriété doit s'approcher du podium. Chloé s'est levée. Elle a lissé le devant de son blazer beige, projetant une image de totale sérénité, et a traversé la barrière en bois qui séparait la galerie du puits de la cour. Elle s'est approchée du podium central, ses mains reposant avec confiance sur les bords du bois. Indiquez votre nom pour le dossier, a instruit le juge Harrison, prenant son stylo. Chloé Vance, votre honneur, a-t-elle répondu, sa voix claire et inébranlable. Mademoiselle Vance, comprenez-vous qu'en mettant en gage cette propriété commerciale, vous garantissez la comparution de l'accusé à toutes les audiences futures, a demandé Harrison, la regardant droit dans les yeux. Si Monsieur Miller ne se présente pas, le comté exécutera une saisie sur la parcelle 409B, et vous perdrez entièrement l'actif. Comprenez-vous la gravité de cet engagement financier ? Je le comprends, votre honneur, a répondu Chloé avec aisance. Elle n'a pas hésité. Elle mettait en gage un actif qu'elle ne possédait pas,
risquant un empire financier que j'avais bâti, tout pour garantir la libération d'un escroc chronique. La profondeur de sa trahison était stupéfiante. Pourtant, elle le portait avec une aisance totale. Harrison a regardé la copie imprimée du dépôt électronique sur son bureau. L'acte indique que le titulaire principal du titre est « Harrison a fait une pause, ses yeux parcourant la ligne de signature numérique. Il semble que la propriété soit uniquement au nom d'un autre prénom. Vous agissez en tant qu'agent autorisé du propriétaire. » Oui, votre honneur, a menti Chloé, sa voix restant parfaitement stable. Elle avait répété cela. Ma sœur est l'unique titulaire du titre. Nous gérons notre portefeuille immobilier ensemble. Elle m'a signé une pleine procuration hier, me donnant l'autorité légale de grever la parcelle pour cette caution spécifique. L'autorisation notariée a été incluse dans le dossier de dépôt électronique. Le juge Harrison a feuilleté jusqu'à la dernière page du document. Il a examiné le sceau de notaire numérique imprimé et la signature falsifiée. À l'œil nu sur une impression de cours standard en noir et blanc, cela ressemblait à un transfert administratif standard légalement contraignant. Il a tendu la main vers son marteau en bois, prêt à frapper le bloc de son et à finaliser l'ordonnance de libération. Jackson Miller a laissé échapper un souffle qu'il retenait, se tournant pour regarder Chloé avec un sourire triomphant. Chloé lui a souri en retour, la victoire pleinement cimentée dans son esprit. Elle avait gagné. Elle avait battu le système, utilisé mon travail acharné et subi 0 conséquence. J'ai ouvert la fermeture éclair en laiton lourd de mon porte-document en cuir. Le son métallique était vif et distinct dans la salle d'audience silencieuse. Je me suis levé du banc en bois du 3e rang. Votre honneur, ai-je déclaré clairement, ma voix tranchant le silence procédural, portant le poids froid et indéniable de la véritable propriété. La Cour examine actuellement un document frauduleux. Je suis le seul propriétaire de la parcelle 409 OB. Je n'ai pas autorisé cette caution, et la signature sur ces documents est une falsification criminelle. Chloé s'est figée. Le sourire triomphant a disparu de son visage instantanément, remplacé par un regard de pure terreur non dissimulé lorsqu'elle s'est retournée et m'a vu debout dans l'allée centrale. Je n'ai pas élevé la voix et je n'ai montré aucun trouble émotionnel. Les mécanismes de la salle d'audience exigeaient une adhésion stricte aux faits. L'assistant du procureur de district s'est tourné brusquement, son attitude professionnelle étant immédiatement remplacée par une alerte accrue. Le défenseur public s'est physiquement éloigné de son client. La gravité du système judiciaire était sur le point de s'effondrer entièrement sur elle. L'écho de ma voix flottait dans l'espace caverneux de la salle d'audience 3B. Les environnements judiciaires sont spécifiquement conçus pour maintenir un ordre procédural strict. Les interruptions soudaines de la galerie publique sont immédiatement traitées comme des perturbations hostiles. Le huissier, un adjoint du shérif corpulent debout près de la porte de la cellule de détention, a immédiatement décroché la sangle de rétention de sa ceinture de service et s'est avancé, ses yeux fixés sur ma position au 3e rang. Le juge Harrison n'a pas crié ni frappé son bloc de son. Il possédait le calme aguerri d'un homme qui avait présidé des milliers de procédures pénales. Il a abaissé le dossier électronique imprimé, a enlevé ses lunettes de lecture et a fixé son regard droit sur moi. Madame, a déclaré le juge Harrison, son ton portant un avertissement administratif glacial. Ceci est une audience formelle de révision de caution. Les éclats non sollicités de la galerie entraînent une expulsion immédiate du palais de justice et des citations potentielles pour outrage au tribunal. Si vous avez une réclamation civile concernant cette propriété, vous devez déposer une injonction auprès du bureau du greffier du comté à votre propre convenance. Je ne suis pas ici pour déposer une injonction civile, votre honneur, ai-je répondu, maintenant un volume parfaitement égal et inflexible. Je suis sorti du banc en bois et j'ai marché dans l'allée centrale vers la barrière oscillante qui séparait la galerie du puits de la cour. Je suis ici pour empêcher l'État de New York de faciliter par inadvertance un crime grave. La femme debout au podium, Chloé Vance, a soumis une procuration numériquement falsifiée. Elle ne possède pas la garantie commerciale. Elle n'a aucune autorité légale pour la grever,
et je possède la documentation physique pour prouver son parjure. Chloé était paralysée. Ses mains agrippaient les bords du podium en bois si fermement que ses jointures sont devenues d'un blanc translucide et dur. La confiance fabriquée qu'elle avait projetée moins de 60 secondes auparavant avait complètement disparu, remplacée par l'apparition physiologique d'une panique grave et non atténuée. Elle a légèrement tourné la tête, ses yeux écarquillés, me suppliant silencieusement d'arrêter de marcher, de faire demi-tour, de garder le secret de famille, et de laisser l'escroquerie se dérouler. Je ne l'ai pas regardé. Je me suis arrêté à la barrière en bois, gardant ma posture rigide, et j'ai regardé directement le banc. « Permission d'approcher le greffier, votre honneur ?» ai-je demandé, utilisant la terminologie procédurale exacte requise pour naviguer dans l'espace restreint. J'ai l'acte de transfert original non grevé pour la parcelle 409B. Le juge Harrison a évalué la situation. L'interruption d'une audience de caution par un civil était hautement irrégulière. Mais l'allégation spécifique et détaillée d'un document de titre falsifié utilisé pour garantir la libération d'un délinquant inculpé était une vulnérabilité procédurale critique. Il ne pouvait pas ignorer une réclamation directe de fraude contre le tribunal. Il a regardé l'assistant du procureur de district qui a donné un bref signe de tête serrée, signalant sa propre suspicion soudaine concernant les documents électroniques non vérifiés. « Approchez-vous du greffier », a ordonné le juge Harrison. Huissier, sécurisez l'allée centrale. J'ai traversé la barrière en bois. J'ai marché devant la table de la défense où Jackson Miller était assis dans sa combinaison orange du département de la correction. Le sourire arrogant avait complètement disparu de son visage, remplacé par une moue sombre et calculatrice. Il comprenait les mécanismes de l'effet de levier financier mieux que quiconque. Il savait instantanément que la garantie venait de s'effondrer. Le défenseur public, sentant le désastre juridique imminent, s'est physiquement éloigné de son client et a commencé à feuilleter rapidement ses propres notes, se préparant à se distancier du dépôt frauduleux pour protéger sa propre licence. Je me suis arrêté précisément à 2 pieds à gauche du podium où Chloé se tenait. Je pouvais entendre sa respiration, des inspirations superficielles, rapides et terrifiées. J'ai ouvert la fermeture éclair en laiton lourd de mon porte-documents en cuir et j'ai extrait l'épaisse enveloppe manille. « Votre honneur », ai-je déclaré, récupérant le document maître. Le dossier électronique soumis à ce tribunal tard hier soir repose sur un sceau de notaire numérique et une signature tracée aplatie. C'est un PDF non vérifié et facilement manipulable. Ce que je remets à l'huissier est l'acte de transfert physique original exécuté il y a 7 ans lors d'une vente aux enchères municipales comptant. J'ai remis le document à l'huissier qui l'a porté jusqu'aux marches du banc du juge et l'a placé sur le bois poli. Vous remarquerez les propriétés physiques du document, votre honneur, ai-je continué, narrant l'audit alors que le juge Harrison remettait ses lunettes et aplatissait le papier épais sur son bureau. Il est imprimé sur du papier de sécurité de qualité d'archivage comportant un filigrane municipal propriétaire visible sous lumière normale. De plus, la signature dans le cadran inférieur droit n'est pas un vecteur numérique. C'est de l'encre bleue humide et superposée à cette encre se trouve le sceau en creux tactile en relief du bureau du greffier du comté physiquement gaufré dans les fibres du papier. Ce sceau spécifique ne peut être numérisé, dupliqué ou transféré via un portail électronique. Le juge Harrison a passé son pouce sur le coin inférieur droit du papier. La texture abrasive distincte du sceau municipal gaufré était indéniable. C'était l'encre analogique de la véritable propriété, un artefact physique qu'aucun PDF ne pourrait jamais répliquer. Il a ensuite pris la copie imprimée du dépôt électronique de Chloé et l'a placée côte à côte avec mon document maître. Le silence dans la salle d'audience est devenu dense et suffocant. La climatisation bourdonnait, mais personne ne bougeait. L'assistant du procureur de district s'est approché du centre du puits, ses yeux fixés sur le banc, réalisant que l'État avait été à quelques secondes de libérer un accusé à haut risque sur la base d'une hypothèque fabriquée. L'attitude du juge Harrison a subi une transformation totale. La neutralité administrative a disparu. Le magistrat aguerri a réalisé qu'on lui avait menti directement sur le dossier officiel par un civil tentant de manipuler sa salle d'audience. Mademoiselle Vance,
a dit le juge Harrison, ne s'adressant pas à moi, mais s'adressant à Chloé. La température dans la pièce semblait chuter. Vous vous êtes tenu devant ce banc il y a moins de 3 minutes et avez déclaré explicitement sous serment que vous possédiez une procuration notariée valide pour grever cet actif commercial. Chloé a ouvert la bouche, mais ses cordes vocales n'ont pas réussi à produire un son. Elle a regardé Jackson pour obtenir du soutien, mais il fixait la table, entièrement réticent à s'associer à son échec. Elle m'a regardé, ses yeux débordant de larmes de pur désespoir. Je pensais. Chloé a balbutié, sa voix, un murmure fragile et brisé résonnant à travers le microphone du podium. C'est la terre de ma sœur. Nous sommes une famille. Je pensais qu'elle ne s'en soucierait pas si je l'utilisais juste temporairement pour le faire sortir. Il a promis qu'il irait au procès. J'allais retirer l'hypothèque plus tard. C'était juste temporaire. Elle venait d'avouer en audience publique sur le enregistrement audio officiel, entourée d'officiers assermentés. Vous pensiez qu'elle ne s'en soucierait pas, a répété le juge Harrison, sa voix tombant dans un registre de colère judiciaire glacial et sans équivoque. Il a lentement ramassé l'impression électronique frauduleuse et l'a tenue en l'air pour que toute la salle d'audience la voie. Vous avez utilisé un serveur municipal pour déposer une hypothèque frauduleuse contre une propriété commerciale d'1 million de dollars. Vous avez falsifié une signature. Vous avez détourné un sceau de notaire numérique. Et puis vous êtes entré dans une cour de justice et avez commis un parjure dans une tentative calculée pour obtenir la libération d'un délinquant inculpé faisant face à des accusations fédérales de fraude électronique. Le juge a laissé tomber le papier sur son bureau. Le bruit de son impact sur le bois était remarquablement fort. Avocat, a claqué le juge Harrison, regardant directement l'assistant du procureur de district. La caution immobilière est catégoriquement rejetée. L'accusé, Jackson Miller, reste détenu sous garde du comté sans caution. Il est un risque de fuite démontré dont les associés sont activement engagés dans une tentative de fraude contre ce tribunal. Jackson Miller a juré à voix basse alors que les 2 adjoints du shérif se sont immédiatement avancés, attrapant ses bras pour le raccompagner à travers la porte latérale vers les cellules de détention. Il n'a pas regardé Chloé. Sa principale source de financement venait d'être neutralisée. Mais le juge n'avait pas fini. Il a ramené son regard vers le podium où Chloé se tenait, tremblant si violemment qu'elle devait s'agripper au bois pour rester debout. Quant à vous, mademoiselle Vance, a prononcé le juge Harrison, la machinerie juridique engageant pleinement ses engrenages pour l'écraser. Vous n'êtes plus considéré comme un garant dans cette salle d'audience. Vous êtes maintenant une suspecte. Le silence dans la salle d'audience après la déclaration du juge Harrison était total. L'autorité judiciaire n'est pas un concept débattu dans le puits d'un tribunal. C'est une force physique exécutée par des adjoints armés. Le huissier corpulent qui se tenait près de la porte de la cellule de détention s'est avancé délibérément vers le podium en bois où Chloé se tenait. Il ne lui a pas demandé de se retourner. Il a tendu la main, a saisi son bras gauche juste au-dessus du coude et l'a tourné physiquement loin du banc du juge. Main derrière votre dos, a instruit le huissier, sa voix un monotone bas et pratiquée. Le blazer beige de Chloé s'est plissé aux épaules alors qu'elle résistait instinctivement, tirant son bras vers l'avant. C'était une action féodale et réflexive d'une personne qui n'avait jamais fait face à une conséquence physique de toute sa vie d'adulte. Le huissier n'a pas négocié. Il a appliqué une retenue de conformité standard, forçant ses poignets ensemble derrière son dos. Le son de cliquetis métallique vif des menottes en acier se verrouillant a résonné clairement contre le lambris en bois foncé de la galerie. Attendez. Non, s'il vous plaît. Chloé a haleté, sa voix se brisant alors que l'acier froid mordait sa peau. Je ne suis pas une criminelle. Je n'ai rien volé. Le terrain est toujours là. Vous pouvez simplement annuler les documents. Nous pouvons juste retirer le dépôt maintenant. Elle a regardé sauvagement l'assistant du procureur de district, s'attendant à ce que le procureur comprenne sa logique. Elle comprenait fondamentalement mal les mécanismes du système judiciaire. Le crime n'était pas le vol réussi du terrain.
Le crime était la tentative, la falsification et le parjure commis sous serment. Le système n'offre pas de remboursement pour les fraudes échouées. Votre honneur, a déclaré l'assistant du procureur de district, s'avançant, ignorant entièrement la panique de Chloé. L'État demande que l'accusée Chloé Vance soit détenue sous garde du comté en attendant son inculpation. Les chefs d'accusation préliminaires comprennent un crime grave de falsification au second degré, présentation d'un faux instrument pour dépôt au premier degré et parjure. Nous demandons également que l'impression électronique de l'acte frauduleux et l'acte de transfert original fourni par le propriétaire soient mis en gage par le greffier en tant que preuve physique principale pour le grand jury à venir. Le juge Harrison a hoché la tête, faisant une note rapide dans son grand registre avec un stylo plume. Accordé, le greffier sécurisera l'acte de transfert original et délivrera un reçu certifié au propriétaire. De plus, l'hypothèque électronique déposée contre la parcelle 409B est par la présente annulée et effacée des dossiers du comté par ordonnance judiciaire directe. Le titre est officiellement restauré à son état non grevé. Il a regardé Chloé, qui pleurait maintenant ouvertement, ses larmes tombant sur le bois poli du podium, tachant le vernis. Mademoiselle Vance, a prononcé le juge Harrison, son ton dénué de toute sympathie ou hésitation. Vous avez tenté d'utiliser l'infrastructure de ce tribunal pour faciliter un crime grave. Vous avez traité une procédure judiciaire comme un mécanisme pour votre propre commodité. Vous serez détenu sans caution jusqu'à votre inculpation formelle demain matin. L'huissier a commencé à guider Chloé vers la porte latérale menant aux cellules de détention, la même porte lourde par laquelle Jackson Miller venait d'être escorté quelques minutes plus tôt. Alors qu'elle était forcée de passer devant la barrière en bois oscillante, elle s'est arrêtée, enfonçant les talons de ses chaussures dans la moquette usée. Elle m'a regardé droit, son visage était rouge, son maquillage soigneusement appliqué ruiné par les larmes, ses yeux écarquillés d'un mélange de terreur et de trahison déplacée. Comment as-tu pu faire ça? Chloé sanglotait, sa voix résonnant douloureusement dans la pièce silencieuse. Je suis ta sœur. Tu as des millions de dollars. Tu n'utilises même pas ce terrain. Il est juste là. J'en avais juste besoin pour quelques mois pour le sauver. Tu aurais pu juste laisser tomber. Tu m'envoies en prison pour un morceau de terre. Je me tenais dans l'allée centrale tenant mon porte-documents en cuir vide. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai montré ni colère, ni chagrin, ni justification. Je l'ai observé avec le détachement analytique froid d'un auditeur finalisant un grand livre de compromis. Je ne t'ai pas envoyé en prison, Chloé, ai-je déclaré, l'acoustique de la salle d'audience transportant mes mots avec une clarté glaçante. J'ai simplement fourni au tribunal la documentation précise concernant la parcelle 409B. Tu as choisi de contourner un notaire, de falsifier une signature sur un instrument juridique et de commettre un parjure devant un juge siégeant pour subventionner les passifs d'un escroc chronique. Le terrain est un actif commercial. Ce n'est pas un fonds d'urgence pour tes dommages collatéraux. Tu as entièrement orchestré ce résultat par toi-même. Tu es un monstre, a-t-elle sifflé, le désespoir se transformant en venin alors que la réalité de son incarcération se solidifiait autour d'elle. Tu te soucies plus d'un morceau de papier que de ton propre sang. Je me soucie de l'intégrité structurelle, les jeux corrigés avec aisance. Et tu es un passif démontré. Le système corrige simplement l'erreur que tu as introduite. J'ai tourné mon dos sur elle avant même que l'huissier ne reprenne sa prise. Je n'ai pas regardé comment elle était traînée par la porte latérale. Je n'ai pas écouté la lourde porte en acier claquer, la sécurisant à l'intérieur du centre de détention du comté aux côtés de l'homme même qu'elle avait essayé de sauver. J'ai marché directement jusqu'au bureau du greffier du tribunal situé juste en dessous du banc surélevé. La greffière, une femme aux compétences organisationnelles méticuleuses, avait déjà rempli un reçu de preuves sécurisé. Elle l'a estampillé avec la date officielle et me l'a tendu par-dessus le comptoir. L'acte original est sécurisé dans le coffre de preuves principal, a confirmé la greffière à voix basse, maintenant le ton feutré requis dans la salle d'audience. L'ordre d'effacement pour l'hypothèque frauduleuse a été transmis électroniquement au greffier du comté. Votre titre est complètement clair à partir de cette minute.
Merci, ai-je répondu, plaçant le reçu dans mon porte-document et fermant la fermeture éclair en laiton. J'ai retraversé l'allée centrale de la salle d'audience 3B. La galerie était entièrement silencieuse. Le défenseur public fixait son bloc-notes juridique, calculant activement les dommages à son propre emploi du temps et à quelle vitesse il pourrait déposer une motion pour se retirer en tant que conseil de Jackson. L'assistant du procureur de district organisait ses dossiers, se préparant à l'afflux soudain de documents de crimes graves qu'elle devait maintenant traiter. J'ai franchi les lourdes portes en chêne, sortant dans le couloir lumineux et animé du palais de justice du comté. L'air était épais du murmure sourd des avocats négociant des plaidoyers, des agents de caution marchant sur les sols carrelés et des accusés attendant que leur nom soit appelé. Je suis passé devant eux, entièrement isolé de leur chaos par la forteresse inébranlable de la documentation appropriée. Le piège n'avait pas seulement neutralisé la menace immédiate, il avait excisé de façon permanente le passif de mon écosystème financier. Chloé n'était plus un problème familial à gérer. Elle était un problème d'État à poursuivre. La transition des lambris en bois poli de la salle d'audience 3B à la réalité concrète du centre de détention du comté a été immédiate et irréversible pour Chloé. Elle n'a bénéficié d'aucune accommodation spéciale. L'installation de traitement du comté fonctionne selon un algorithme rigide et impersonnel conçu pour dépouiller l'identité civile et la remplacer par un numéro de suivi. Elle a rendu son blazer beige, ses bijoux et ses lacets. Elle a été photographiée, pris ses empreintes digitales sous un éclairage fluorescent dur et placée dans une cellule de détention temporaire avec des individus attendant d'être transférés au pénitencier d'État. L'isolement sur lequel elle s'était appuyée toute sa vie avait complètement disparu. Elle ne pouvait pas négocier avec les agents correctionnels. Elle ne pouvait pas sourire pour se sortir du protocole d'admission. Elle a été traitée comme un passif standard dans le système pénal. Forcée de porter un uniforme standard qui n'offrait aucune distinction ou confort. L'assistant du procureur de district n'a pas offert un accord de plaidoyer clément. La preuve n'était pas circonstancielle. Elle était entièrement physique et minutieusement documentée sur le dossier judiciaire officiel. L'accusation possédait le dépôt électronique falsifié, les journaux de notaire numériques traçant l'adresse IP de la soumission directement vers le routeur de l'appartement de Chloé, et la transcription audio certifiée de son parjure devant le juge Harrison. De plus, il détenait l'acte de transfert maître sécurisé par le greffier du tribunal, prouvant la propriété indéniable de la parcelle 409B. Le grand jury s'est réuni dans les 72 heures. Ils ont examiné les preuves matérielles, analysé la signature falsifiée et rendu un véritable acte d'inculpation. Chloé a été officiellement accusée de falsification de crime au second degré, de présentation d'un faux instrument pour dépôt au premier degré et de parjure au second degré. Face à ce mur insurmontable de preuves, le défenseur public de Chloé lui a conseillé qu'un procès serait entièrement futile. Un jury se verrait simplement présenter la vérité analogique du papier de sécurité filigrané par opposition à la réalité numérique de son logiciel de traçage. La peine maximale statutaire pour ces infractions combinées entraînait une peine de prison sévère. Le défenseur a initié une négociation de plaidoyer structurée, espérant atténuer les dommages causés par sa confession en salle d'audience, lui conseillant que plaider coupable était la seule voie mathématique pour réduire sa peine. Pendant cette période, j'ai lancé un audit complet de l'ensemble de mon portefeuille financier. Je n'ai pas supposé que la parcelle 409B était la seule cible. J'ai placé des gels de sécurité maximum sur tous les profils de crédit personnel et d'entreprise. J'ai contacté les agents enregistrés de mes sociétés à responsabilité limitée pour m'assurer qu'aucun amendement non autorisé n'avait été déposé concernant les accords d'exploitation. J'ai mis à niveau le service de surveillance des titres municipaux d'un système d'alerte standard à un protocole d'authentification double nécessitant une vérification de signature physique pour toute charge future sur tous mes biens immobiliers. La brèche avait été identifiée et contenue, mais le périmètre nécessitait un renforcement pour garantir une sécurité opérationnelle future totale. 3 mois plus tard, je suis retourné au palais de justice du comté. Je ne me suis pas assis dans la galerie. J'ai soumis une déclaration d'impact de la victime écrite directement au greffier du tribunal,
me concentrant uniquement sur la menace structurelle pour mes actifs commerciaux et la nature calculée de la falsification. J'ai détaillé la valeur marchande précise du terrain et la ruine financière potentielle qui se serait produite si le comté avait exécuté une saisie en raison de l'échec inévitable de Jackson Miller à comparaître. Je n'ai pas assisté à l'audience de détermination de la peine en personne. J'ai surveillé le rôle électroniquement depuis l'environnement sécurisé de mon bureau. Le juge Harrison a présidé l'audience finale. Il a accepté le plaidoyer de culpabilité. Reconnaissant son absence d'antécédents criminels, mais pondérant la manipulation calculée du système judiciaire, il s'est adressé à la Cour. Il a souligné que la fraude contre le tribunal n'est pas seulement un crime contre un propriétaire individuel. C'est une attaque directe contre l'intégrité de l'institution elle-même. Il a condamné Chloé à 18 mois dans un centre correctionnel d'État, suivi de 3 ans de probation surveillée. Elle a également été condamnée à payer une restitution pour les coûts administratifs encourus par le bureau du greffier du comté pour expurger formellement l'hypothèque frauduleuse. Jackson Miller, le catalyseur de sa destruction, n'a tiré aucun avantage de son sacrifice. Avec sa caution refusée et sa principale source de financement neutralisée, il est resté sous garde du comté jusqu'à son procès fédéral. Il a finalement été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation de fraude électronique commerciale et condamné à 72 mois de prison fédérale. Il n'a plus jamais contacté Chloé. La nature transactionnelle de leur relation s'est évaporée dès l'instant où elle a perdu son utilité en tant que bouclier financier. Il est passé à l'identification de sa prochaine cible au sein du système carcéral, la laissant purger sa peine entièrement seule. La parcelle 409B est restée entièrement non grevée. Les 12 acres de terrain zonés commercialement se trouvaient tranquillement près de l'extension de l'autoroute, accumulant de la valeur, complètement isolés des échecs biologiques de ma famille élargie. Le bureau du greffier du comté a mis à niveau ses protocoles de vérification pour les cautions immobilières, mettant en œuvre un examen physique obligatoire des actes filigranés pour prévenir tout futur contournement numérique. Je suis retourné à ma succursale bancaire et j'ai sécurisé l'acte de transfert mettre dans la pochette inifuge de mon coffret de dépôt. J'ai verrouillé la porte en acier, activant le scan biométrique, et je suis sorti dans la ville. La forteresse financière que j'avais construite a été testée par les mêmes personnes qui auraient dû la respecter, et elle a tenu bon. Le passif a été excisé chirurgicalement. L'actif était sécurisé. Le périmètre était définitivement scellé contre toute trahison familiale future.